Fédération des femmes du Québec vous présente la chronique Réveil féministe. La FFQ, organisme de défense des droits des femmes, égalité pour toutes, égalité entre toutes. Et nous sommes le 13 janvier et nous pouvons considérer que nous sommes tout le temps, toujours début janvier et que les vœux pour l'année 2020 sont toujours pertinents. Et donc, au téléphone avec nous ce matin, Gabrielle Bouchard de la Fédération des femmes du Québec. Gabrielle, salut. Marjorie, allô. Je te souhaite une bonne année. Hein? On ne s'est pas parlé depuis le début de l'année. On est encore correct pour une couple de jours. Hein? Je pense qu'on dire bonne année. Une chance qu'on se parle aujourd'hui parce que je pense que dans 2 jours, c'est fini. Là. Le 15, on a fait le tour. Ça aurait été fini. Oui. Gabrielle, tu veux nous parler de tes des espérances de la Fédération des femmes pour 2020. Tu en as nommé 10. Et donc, on commence par plus d'écoute. Oui. Effectivement. J'ai essayé de faire un plus de quelque chose et plus et moins de d'autres, mais je devais définitivement commencer pour le premier, faire un plus d'écoute et plus d'écoute. Voilà. Parce que définitivement, je pense qu'une des choses que la Fédération fait depuis très, très longtemps, c'est d'être à l'écoute des femmes pour écouter leurs propres aspirations, chacune d'entre elles, et ne pas mettre certaines femmes aux rencontres ou certaines expériences aux rencontres, puis pas les écouter. Et pour nous, en 2020, ce serait vraiment le fun si, ensemble, on prenait le temps de s'écouter sur les expériences que chacun on vit, et non pas sur notre compréhension de l'expérience des autres. On l'a vu l'année passée avec les femmes avec le projet de loi 21. On l'a vu sur plein d'autres sujets aussi. Où est-ce qu'on n'écoute pas tout à fait lorsque les gens qui vivent les expériences nous en parlent. On n'est pas très bonnes pour écouter. On se braque. Un bel exemple, par exemple, la commission Vient, hein? La commission Vient est venue des femmes autochtones à Val-d'Or qui nous ont parlé, qui ont dit qu'il y avait un problème de racisme, qu'il y avait un problème avec les institutions. Et on n'a pas tellement écouté parce que si on regarde le rapport qui a été fait, les voix qui ont aligné ce rapport-là n'ont pas été écoutées dedans. Donc, je nous invite, et en regardant le restant du top 10, là, je nous invite à avoir un petit peu d'écoute et prendre la parole des gens qui ont vécu des choses et partir avec cette balle-là. Ouais. Donc ça, c'est notre première. Plus d'écoute. Ouais. Et deuxième, donc, plus d'intervention de type Patrick Lagacé, moins de Christian Rioux. Là, j'aimerais ça que tu détailles. Ben oui. Donc, Christian Rioux, il y a une semaine à peu près, a parlé d'une controverse qu'il y a eu avec un auteur français qui, dans un de ses livres, et puis on en a entendu parler aussi parce que Denise Bombardier avait fait une critique de ça dans les années 90. Dans un de ses livres, avait parlé ouvertement de pédophilie, de relations qu'il y avait eu avec des enfants, avec des jeunes de 11, 12 ans, 14 ans. Et là, si on parle de la raison pour laquelle on parle de pédophilie, c'est que, par exemple, au Canada, une jeune fille ou un jeune garçon de 14 ans a le droit d'avoir des relations sexuelles, mais elle a le droit d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui a 2 ans de différence avec lui. Dans le cas où est-ce qu'on parle de quelqu'un qui avait 30 ans et plus de différence avec. Donc, il y a vraiment une relation, une dynamique de pouvoir là qui n'a pas été tenue compte dans ce livre ou dans la réaction du milieu de la littérature française où est-ce qu'on a mis sous silence ces relations-là. Et là, Christian Rioux, dans un article du Devoir, a vraiment manqué son coup où est-ce qu'il a tenté de justifier non seulement qu'est-ce qui avait été fait, mais aussi avait été agacé par le fait que 30 ans plus tard, ou beaucoup plus tard, on parlait maintenant de ce moment-là et que on essayait de comme si c'était pas valide encore aujourd'hui de parler d'une expérience qui s'est passée il y a aussi longtemps. Et là, son article blâme la victime. Pour lui, le patriarcat, c'est le bon père de famille. Donc, il nie le fait que le patriarcat existe. Il a tenté de dévier le sujet. Et pour nous, c'était définitivement problématique. Mais Patrick Lagacé a très bien répondu. Puis c'était intéressant dans sa réponse dans la presse parce qu'il a non seulement dit
Ben, tu as le droit de dire ça, si tu veux, c'est ordinaire en maudit. Là où est-ce qu'il y a un problème, c'est que tu le dis dans un article, et là, il met aussi le devoir, il pointe le devoir en disant, le devoir, tu n'aurais jamais dû laisser passer quelque chose comme ça. Donc, c'était très intéressant de voir le milieu journalistique, de voir Patrick Lagacé prendre la pôle comme ça et de faire un rappel à l'ordre dans son propre milieu. Donc, d'avoir une conversation à l'intérieur de nos propres milieux comme ça, ou dans chacun de nos milieux, pour se rappeler à l'ordre lorsque quelqu'un ne fait pas la bonne chose. Pour moi, c'était très, très intéressant de voir qu'il a fait ça. Et le devoir a effectivement manqué son coup, et à la limite, je dirais que le devoir a joué un rôle pour la justification d'actes pédophiles. Et ils ont vraiment manqué leur coup. Donc, j'espère que dans chacun de nos milieux, on va avoir des gens comme Patrick Lagacé qui vont dire à leurs collègues, « Hey, vraiment, là, ce que tu as fait là, c'était pas correct. » Puis tu n'aurais pas dû le faire. Ouais. Donc, oser justement prendre parole, ça c'est très important. Et ton troisième point parle aussi de gens qui prennent parole. Bon, donc plus et là je te laisse les nommer. Ouais. Donc, mais je veux dire, c'est des coups de cœur et j'aurais pu en nommer beaucoup d'autres, là. Mais plus de Martine Delvaux, plus de Manal Drissi, plus de Judith Lucier, d'Émilie Nicolas, plus de Réveil Matin et plus de Pélénope McQuaid, et, s'il vous plaît, moins de Mathieu Bock-Côté, de Denise Bombardier, d'Éric Duhaime, de Radio Haineuse. Parce que les premières sont super intéressantes, puis la raison pour laquelle elles sont intéressantes, c'est que c'est plein d'empathie. C'est des gens, c'est des personnes, c'est des radios qui nous informent, qui nous rendent meilleurs et souvent qui nous rendent inconfortables parce que ça nous met face à des situations avec lesquelles on veut peut-être pas nécessairement faire face. Et deuxième, par contre, ils nous confortent dans nos préjugés, ils attisent la haine. C'est des personnes qui vont nous réconforter dans ce qu'on a comme stéréotype ou préjugés. Puis ensuite, à partir de là, on n'est pas capable de faire le travail d'inclusion, le travail d'écoute que je nous ai appelé dans le numéro 1. Ben oui, tout à fait. Exactement. Donc, puis je sais qu'à Québec, vous en avez quelques-unes de ces juste un peu. Qui sont ordinaires. Puis, je veux dire, je comprends, c'est payant de faire ça parce que c'est plus facile de faire appel à la haine, c'est plus facile de faire appel aux choses qui nous fâchent facilement ou sur lesquelles on peut se fâcher facilement que de faire un petit peu de travail d'écoute ou un petit peu de travail sur soi. Donc, je nous souhaite plus de ces personnes-là et de radios comme Québec Réveil que des autres qui, au final, améliorent pas grand-chose. Ouais. Et le point 4 rejoint un peu ce que tu dis, moins de frappe vers le bas, plus de critique du pouvoir. Oui, puis je veux dire, celle-là, c'est sûr que ça parle des radios, mais ça parle aussi des humoristes. Hein? On a vu par exemple la saga de Mike Ward. Je veux dire, on en a vu d'autres aussi. Où est-ce que c'est facile d'avoir des rires en punchant, en frappant vers le bas. En anglais, on appelle on dit punch down, là. Donc, c'est de donner notre coup, de faire notre joke, de faire notre commentaire sur des groupes qui sont déjà marginalisés en général dans la société ou par les lois ou par plein d'autres choses. C'est facile de frapper par le bas et c'est beaucoup moins facile de critiquer les structures de pouvoir ou critiquer le pouvoir. Moi, je nous appelle à être capable de faire nos jokes, de faire nos commentaires, de faire nos réflexions en regardant les vraies personnes qui nous rendent la vie difficile. Ben ça, on fait ça en faisant une critique par le haut et non pas en frappant par en bas. De par en bas, on peut peut-être pas le comprendre, mais frapper sur des gens qui sont déjà marginalisés, je pense pas que c'est la bonne chose. Et c'est pas une question de liberté d'expression. Je pense que c'est d'avoir du savoir-vivre et je nous en souhaite beaucoup pour 2020. Point 5 maintenant, plus de taxes sur la richesse investie dans les services publics. Ben oui, je veux dire, on voit plein de chiffres. Hein. On voit plein de ces chiffres-là où est-ce qu'on dit il y a un 1% ou un 3% qui a plus de richesse que le 87% ou d'autres chiffres comme ça qui nous montrent que clairement, il y a des riches
qui s'accaparent la richesse, qui la mettent dans des coffres qui sont des petites pochettes. Là, ça ressemble un petit peu au Seigneur des Anneaux avec l'or précieuse, qui gardent ça avec les autres et qui ne la redistribuent pas. Et là, ben, c'est tout le monde entre nous qui paye dans le fond, mais qui paye en n'ayant pas de service. Donc, on paye de notre bien-être, on paye de notre vie. Mais je veux dire, il y a plusieurs partis, des politiciens, politiciennes qui en parlent. Hein. Le NPD en parle, QS, aux États-Unis, Elizabeth Warren, qui est une des candidates à la présidence, ou bientôt à la présidence, là, qui elle aussi en parle. Le Parti vert du Québec en parle. On peut penser à la Nouvelle-Zélande avec son budget pour le bien-être, où est-ce qu'ils ont fait un budget spécifiquement en tenant compte que ce budget-là doit amener un bien-être à l'ensemble de la société. Donc, l'investissement en santé mentale, au bien-être des enfants, à la reconnaissance et aux aspirations des peuples autochtones en Nouvelle-Zélande. Donc, vraiment quelque chose qui va améliorer le bien-être de la société en général. Donc, ces investissements-là peuvent être faits avec une taxe sur des richesses, comme des gens qui vont gagner des 20 millions, des 10 millions et plus, pour être imposés sur cette richesse-là qui définitivement ne retombe pas vers nous. Puis, nous, on a des résistances par rapport à ça. Hein? On se sent pas bien quand on parle de taxer les riches. Je pense que souvent, nos résistances, c'est qu'on a peur que on se fait menacer, dans le fond. Que si ces gens-là se font imposer, nous, on va en souffrir. Ou encore, on essaie d'empathiser, ou on essaie de dire comment moi je réagirais, mais on se base sur notre pauvreté ou sur notre propre difficulté à avancer dans la vie en essayant de concevoir cette taxe-là, alors que c'est quelque chose qui est contrairement à l'extérieur de notre cadre de vie. Donc, je nous invite. J'espère qu'on aura ça, une taxe sur la richesse, et que ça sera investi dans nos services publics. Ben oui. On vient de le voir avec ta dernière entrevue. Hein? Je pense qu'un investissement pourrait servir à nos enseignantes, à nos enseignants, et à nos infirmières aussi. Effectivement. Gabrielle Bouchard, j'aurais envie de te proposer quelque chose parce que le temps file et on est rendu à ta 5e résolution. Pas une résolution, mais c'est le 5e souhait, on va dire ça, de cette façon-là. J'aurais envie de te proposer qu'on continue la prochaine fois qu'on va se parler, c'est-à-dire dans 2 semaines, parce que les points sont très intéressants, puis ça demande de détailler tout ça, puis d'en parler de façon plus élaborée. Puis là, ben si on passe tous les 5 points qui restent, on va trop escamoter le sujet. On va être obligé de les rusher à la fin. Un petit peu comme quand tu fais un travail universitaire. Là, ça va se faire bien au début, là, mais à la fin, là, tu rushes tes affaires un petit peu. Moi, ça me tente pas. OK, je suis bien d'accord avec toi. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour les prochains points. Dans 2 semaines, on va avoir le temps en plus d'y penser encore plus. Puis je te remercie beaucoup pour ta présence de ce matin. Puis je te souhaite encore une belle année 2020. On leur donnera un autre titre, vu qu'on n'aura pas le droit d'appeler ça des résolutions. C'est ça, exactement. On va trouver. Merci beaucoup. OK. Bye-bye. Bonne journée. La Fédération des femmes du Québec vous présentait la chronique